Alors, une brève présentation pour vous parler d'un projet en cours de validation de la famille des outils du débat. Les débats sont des instruments de mesure qui visent la clientèle adulte et il y a des versions alcool pour la consommation d'alcool, la consommation de drogue, de même que pour les habitudes de jeu de hasard et d'argent. Un groupe de chercheurs que vous voyez là qui sont impliqués dans ce projet. À toi, Nadine. La description du débat, je pense que la plupart d'entre vous devez connaître le débat. C'est un outil qu'on utilise dans le réseau de la santé depuis presque 20 ans maintenant, donc qui évalue les comportements de dépendance et les conséquences, qui permet d'orienter les personnes vers les bonnes ressources, vers le bon niveau de service, donc les services de première ligne et les services spécialisés en dépendance. Et il permet aussi de faire un plan d'intervention pour les usagers qui demeurent en première ligne. C'était la commande que l'on avait eue, là, a dit 20 ans, là, mais ça fait 15 ans, au fond, là, 20 ans, de l'ambition tabarnouche. Mais c'était la commande qu'on avait eue au départ dans la création des instruments de mesure, de pas juste avoir un test qui permet de dire Monsieur, Madame, vous devez aller vers les services spécialisés ou les services généraux, mais aussi d'élaborer le plan d'intervention, d'aider aux prises de décision. Bon, fait qu'un petit historique, là, en 2000, le développement du débat, bon, bref, on a implanté dans quelques... Ouais, 18 ans, on va pas chicaner. Fait que, bref, une implantation dans quelques régions, puis assez rapidement, bref, les instruments ont été répandus dans l'ensemble du Québec. Notre projet de recherche, en fait, c'est qu'on veut ultimement avoir un seul débat qui va regrouper alcool, drogue en un seul instrument au lieu d'avoir 2 grilles. Mais nos substances, on va les regrouper. On va avoir 3 catégories. Donc, on va avoir alcool, cannabis et autres drogues. On va ajouter une section conséquences au débat-jeu, qui a maintenant juste une section dépendance. Et on va le faire, notre débat, en 3 versions, donc en poupée russe. On va avoir un questionnaire de repérage très bref, 4 à 8 items. Ensuite, on va avoir un questionnaire bref pour les entrevues téléphoniques, comme par exemple les gens qui les utilisent dans les urgences détresse au téléphone. Et on va avoir une version qui va être plus complète. Ensuite, on va mettre à jour nos rapports personnalisés en lien avec les travaux qu'on va avoir faits et les modifications. On a l'objectif d'informatiser aussi nos outils et d'avoir des outils complémentaires. Donc, on va avoir des outils beaucoup plus longs, comme sur les conséquences, la dépendance, les motifs de conso, les substances aussi, que les gens vont pouvoir utiliser en complément. Et au fond, l'automne dernier, on a fait le tour du Québec pour parler avec des gens qui avaient utilisé les débats. Puis la conclusion était que les besoins étaient divers. Donc, on avait autant besoin de petits questionnaires extrêmement brefs pour détecter très, très, très rapidement les besoins, 4, 5, 6 questions. Mais on constate aussi que de plus en plus, les évaluations d'accueil des personnes lorsqu'elles appellent, par exemple, au CLSC, sont faites au téléphone via souvent le service 811. Alors là, il faut avoir une évaluation qui répond à la possibilité de faire ça au téléphone. Donc, il y a certaines caractéristiques qu'il faut avoir. Donc, on déclinera une série de versions des instruments de débat d'ici 2 ans qui vont répondre à la gamme de ces besoins. Vraiment une gamme de besoins. D'ailleurs, c'est ça, on a rencontré des gens de toutes les régions du Québec. C'était fascinant de rencontrer des gens qui avaient... On leur demandait toujours, ça fait combien de fois que vous passez le débat? Fait que là, il y avait des gens qui répondaient au moins 3000, 4000 fois, on faisait le calcul. Donc, on avait vraiment des grands utilisateurs, des cliniciens de grande expérience qui pouvaient donner des commentaires extrêmement pertinents. Donc, bref, ça intéresse personne, mais ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est Peut-être dire où est-ce qu'on est rendu. Bien, on est rendu dans passer 540 entrevues diagnostiques avec des personnes, des gens de tout niveau de sévérité, donc des gens qui ont des difficultés légères ou sont plutôt à risque, des gens qui ont des difficultés modérées et des gens qui ont des difficultés sévères avec ces instruments-là. On passe auprès d'eux une entrevue diagnostique en profondeur quant à leurs difficultés liées à l'alcool, aux drogues et aux jeux d'hasard et d'argent. Puis, ça nous permet d'arriver à bien développer ces nouvelles versions avec des qualités psychométriques intéressantes. Pour les groupes de discussion, dans le fond, juste pour compléter ce que Joël a déjà dit, c'est qu'on a fait 17 groupes. On s'est promené à travers la province et j'ajouterais que les gens étaient vraiment très contents. Quand on sollicitait les régions puis les établissements, les gens voulaient venir nous parler. Ils avaient envie de nous parler du débat puis ils avaient envie de nous parler de comment il pourrait être amélioré. Donc, c'est ça, il y a eu 18 CCCIUS, 2 organismes communautaires puis 4 autres organismes. Tu es rendu à moi, là? Oui, les conclusions. D'accord. Bon, alors, on a déjà dit ça, là, une gamme de besoins auxquels répondre.
Évidemment, là, il y a toutes sortes de difficultés. Hein, quand les gens nous disent il faut évaluer la consommation depuis 12 derniers mois. Donc, on va proposer différentes stratégies, là, comme de dresser un portrait très rapide de la consommation des 12 derniers mois. Chaque mois, les gens vont devoir dire ma consommation était aucune, faible, modérée ou élevée. Donc, dresser un portrait du 12 derniers mois, c'était une des embûches principales quand les gens faisaient l'évaluation. Les embûches principales étaient liées à la variation des portraits cliniques des personnes. Tout le monde n'a pas le même portrait, donc il faut développer un instrument de mesure qui va capter ces variations-là. Dans la dernière année, dans le dernier mois, il y a nos binge drinkers, par exemple, ou les gens qui consomment même des drogues en épisode intensif. On peut pas avoir, on fait pas le portrait de la même façon que pour les autres. Et toutes sortes d'autres besoins. J'ajouterais à ça que ce qui était intéressant dans les groupes de discussion qu'on faisait, c'est qu'on aménageait nos questions au fur et à mesure qu'on évoluait. Donc, on évoluait avec les gens. Fait on faisait des propositions de ce que d'autres nous avaient dit pour tester, pour voir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Même dans nous, on travaillait en même temps sur les questionnaires. Donc, on pouvait tester aussi la façon qu'on évoluait. Et c'est un bel exemple du travail du risque là, et de l'ensemble des chercheurs au risque. C'est juste une illustration, mais au fond, on a créé des instruments de mesure pour répondre à un besoin québécois de détecter les personnes lorsqu'elles arrivent dans les services. Par exemple, autrefois, c'était des CLSC, mais maintenant des CCCIUS, pour savoir comment les orienter dans les services. C'est parti d'une guéguerre où on disait que les services spécialisés prenaient trop de gens ayant des problèmes légers. Donc, on a mis sur pied des instruments de mesure. Premièrement, ça nous a permis de conclure que non, les services spécialisés prenaient vraiment des cas qui avaient besoin de services spécialisés. Et suite à une quinzaine d'années d'utilisation, bien, on repart de l'expérience des personnes pour dire, bon, quels sont les besoins, comment doit-on faire évoluer ça? Puis, le MSSS investit dans ce genre de développement, puis on met à jour les instruments pour répondre aux besoins actuels d'utilisation de ce genre d'instruments. Donc, c'est une illustration, mais ça illustre le processus de recherche très, très typique de l'équipe de recherche dans laquelle on travaille. La version expérimentale, donc on a travaillé très fort cet hiver, cet été, et on continue à travailler. On a consulté des cliniciens, on a fait une revue de littérature, on a consulté des experts aussi dans les jeux, dans les substances. On a mis à jour aussi nos outils, entre autres nos outils diagnostiques qu'on utilise, les mettre à jour pour coller sur le DSM-5. Puis on est en train de terminer de créer nos nouveaux questionnaires, donc conséquences, dépendance, motifs de consommation, motifs de changement. On a même fait des pré-tests. On vient d'en faire un deuxième là, cette semaine. Bon, voilà. Bref, une des retombées intéressantes du projet, c'est que les entrevues diagnostiques du CIDI, donc le CIDI, ça c'est l'entrevue diagnostique de l'Organisation mondiale de la santé qui a été développée pour permettre de poser un diagnostic par exemple, maintenant, de troubles liés à l'usage des substances ou de troubles liés à l'usage des jeux d'hasard et d'argent. Il n'était pas encore mis à jour pour le DSM-5, donc on a travaillé à leur mise à jour. On s'est beaucoup cassé le chou pour trouver des choix de réponses uniformisés là, à travers... Ça va être ce qui va être utilisé dans les nouveaux débats. Là, pour l'ensemble des questions, les gens vont devoir répondre sur une échelle de 0 à 10, quelque chose d'assez simple. Puis ça fait avec plusieurs personnes qu'on le fait en pré-expérimentation, puis différents modèles de choix de réponse, puis ils nous disent tout, 0 à 10, ça c'est facile, je peux te répondre tout le temps. Bref. Et aussi, ce que les débats vont fournir, comme on le disait tantôt, ça va être un score pour les gens qui ont un problème avec l'alcool, un score différent pour les problèmes avec le cannabis, un score différent pour les problèmes avec l'ensemble des drogues. Donc, on a, avec la légalisation du cannabis, on a mis le cannabis sur le même pied que l'alcool. Il va être évalué spécifiquement. On pense que, évidemment, il y a plus de gens dans la population. C'est la seconde substance la plus consommée. Puis on pense évidemment que ça va être plus intense encore dans le futur. Fait qu'on se prépare via ces outils d'évaluation à cette nouvelle réalité, entre autres, de la légalisation du cannabis. Oui, puis on va avoir des scores séparés, mais on va pouvoir avoir un score global aussi de la dépendance qui va être intéressant. On est bien énervé. Pas mal. La collecte de données, comment ça va se passer? On forme nos assistants la semaine prochaine, là, les premiers qui vont commencer à faire les entrevues. On va avoir 2 groupes de participants. On va avoir des 540 qui vont faire des entrevues diagnostiques. On a beaucoup d'ambition. Ensuite, on a 360 qui vont faire des tests-retests pour la validité des 2 modes de passation. 2 modes de passation étant que le test est autant validé pour être répondu en auto-répondu qu'en face-à-face. On pourra parler des qualités psychométriques dans les 2 versions. C'est ça, ce qui va être un avantage pour certains endroits. Nos participants, ils vont provenir autant de niveaux de sévérité léger, modéré, sévère. Donc, on va aller chercher la population générale dans les services de première ligne et en services spécialisés.
Puis on va utiliser aussi, on va aller dans les CIS et CIUS, principalement Québec, Chaudière-Appalaches pour la proximité, mais on va utiliser aussi la méthode boule de neige, là, surtout dans la population en général. Ça, c'est si tu as des amis, envoie-nous. C'est ça. Alors, bien voilà, ça termine notre présentation. Bref, dans 2 années, nous aurons de nouvelles versions de ces instruments de mesure-là. Je suis très content de comment se dirige le projet et je crois que ça va être vraiment une avancée intéressante pour avoir des instruments de mesure propres à nos besoins. Merci beaucoup. Merci. Ah, on a le droit. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? On a le temps pour une ou deux. Akram. Non? Ah! Oui, par générosité, c'est bon. Questions, commentaires? Monsieur Ménard. Une seule question. Là, c'est un peu tard pour poser ça. Avez-vous déjà envisagé intégrer le tabac dans ça? On l'a mis dans notre version expérimentale. Dans la version expérimentale, les éléments du tabac sont inclus. À voir si dans la version finale, on va inclure les informations concernant le tabac dans le score total. Parce qu'à date, on a divisé plutôt alcool, cannabis, autres drogues. Le Québec est particulier, toutes les provinces ne sont pas pareilles. Au Québec, l'intervention en tabagisme, c'est vraiment une entité séparée de l'intervention en dépendance, quoique cliniquement, c'est des phénomènes reliés. Du moins, dans la version expérimentale, nos questions tabac sont là. Puis ils pourront peut-être rester aussi dans les questions complémentaires. Peut-être qu'on pourrait bonifier ça en préparation si jamais on veut faire mieux au sujet du tabac. Bonne intervention. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Oui. Il y a Élise qui avait demandé la parole ici. Oh. Pardon? Oh, Élise, excuse-moi. Je ne sais pas si ça marche, mais je voulais juste savoir si vous avez pensé aussi aux médicaments dans les drogues. Oui. Absolument. Dans la liste des substances, oui, on va vérifier les médicaments que les gens prennent, tant divers types de médicaments, prescrits, non prescrits, donc leur origine. Oui, absolument. C'est excellent pertinent. Oui, c'est bon d'avoir toutes ces idées-là. C'est le temps, si on oublie quelque chose. Chantal? J'en ai une très bonne. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des adaptations culturelles de ces instruments-là? Oui. Oui, certainement. Entre autres, tu penses aux Premières Nations, autochtones, évidemment. Oui, on le souhaite. Pour le moment, ce n'est pas dans le protocole, mais absolument, oui, on pourrait faire ça. Il faudra aller chercher des fonds pour nous aider à faire ça. Ou si tu as un intérêt, une communauté intéressée, on peut faire un projet secondaire en même temps avec une communauté. Absolument. C'est vrai. On garde ça à l'esprit. C'est bon. Merci. Il y a une autre. Frédéric? Oui, je me demandais en fait s'il avait été prévu un cadre de formation pour le déploiement de la nouvelle version de l'outil pour faciliter l'intégration et l'appropriation par les équipes. Est-ce que c'est dans votre mandat? Y a-t-il un volet qui a été prévu pour le... C'est pas dans le mandat que nous avons. Nous, le mandat, c'est de développer l'instrument, mais il faut qu'on développe quand même du matériel de formation. Là. Mais ensuite, donner ces formations-là. Nous, quand on va avoir fini, c'est sûr qu'on va faire une série de formations de démarrage, mais ensuite, l'Institut universitaire prend la relève pour assurer le suivi. C'est le cadre dans lequel on vit actuellement, où l'Institut, les chercheurs développent, font le premier matériel, etc. Puis ensuite, on travaille avec l'Institut, mais c'est l'Institut qui prend la relève pour assurer le déploiement de tous ces développements-là. Mais oui, ça fait partie du plan de match. Sylvia. Joël, tu as partiellement répondu à ma question, mais j'étais très intriguée par l'aspect informatisation. Et donc ça, est-ce qu'on peut espérer... J'avais des questions sur le déploiement, puis parce qu'à long terme, c'est intéressant, pas uniquement dans le but d'utiliser l'outil dans le milieu, mais aussi d'analyser puis d'évaluer par la suite. Absolument. Est-ce que ces données-là, qui, une fois informatisées, c'est quand même une richesse incroyable de données qu'on peut utiliser pour la recherche et pour donner du feedback, en fait, sur ce que ça donne à long terme. Vas-y. Dans le fond, oui, c'est notre objectif. C'est sûr que nous, moi, depuis toujours que je travaille en recherche, les questionnaires, on les informatise tous, puis on fait des bases de données avec, qu'on analyse. C'est sûr que c'est l'objectif. Comment ça sera fait, je ne le sais pas. On verra comment, quand on va arriver là, mais c'est l'objectif, effectivement, qu'on puisse les utiliser. J'en profite pour répondre à la question de Frédéric. Effectivement, il y a un chaînon manquant qui existait entre la production de la recherche et puis l'utilisation de la recherche.
Jusqu'ici, et l'Institut universitaire sur les dépendances a ce mandat de formation. Ce qui fait que nous allons changer. Là, nous sommes en période de latence. Il y avait les formations nationales. Les formations nationales vont se maintenir. Mais il y avait aussi d'autres types de formations, comme les jeudis de l'Institut, où nous donnions des formations de base. Ces formations de base sont également fournies au niveau de l'AIDQ, au niveau du GRIP, au niveau de l'Université de Sherbrooke. Donc, ça ne sert à rien de recommencer de faire les mêmes formations que d'autres sont capables de faire. On n'entre pas en compétition, on entre en complémentarité ici. Ce qui fait que ce que nous voulons faire maintenant, c'est à partir des données de pointe, des données actuelles au niveau de la recherche, comme cette question-là au niveau du débat, donc offrir des formations à ceux qui sont intéressés, mais à partir de la recherche de pointe qui est faite par nos chercheurs ou des chercheurs du Québec. C'est vraiment notre nouvelle position, ce qui fait qu'on essaie de combler effectivement un chaînon manquant entre les résultats et l'application de ces résultats. Rapidement, une dernière question ici. Okay. Ça va être rapide. Pour les formations dans l'IGT, il y a beaucoup de gens qui se questionnaient à savoir quand est-ce qu'on allait sortir le GHB. Pour le débat, de mémoire, là, je ne m'en souviens pas, est-ce que le GHB est considéré à part? Oui. Même le débat actuel, là, je l'ai mis à jour dernièrement, dans la dernière année, puis le GHB est dedans. Est dedans. Parfait, merci. Oui. Ma question concerne un peu l'utilisation que les organisations font des questionnaires d'évaluation. L'évaluation, dans le fond, c'est déjà une intervention. Et des fois, c'est la seule intervention qu'on va faire parce que le patient ne le verra pas. Absolument. Et c'est souvent utilisé dans les organisations. Il y a comme un module évaluation qui fait juste ça. Puis on envoie le patient ailleurs pour un suivi et il y a une perte assez importante entre les deux. Et je trouve qu'au niveau de l'organisation des soins, de séparer l'évaluation de l'intervention clinique qui va se faire par la suite pose souvent problème au niveau de la rétention des clients. Oui. Et plus on développe des bons outils, plus les organisations ont tendance à vouloir faire des modules d'évaluation qui n'interviennent pas par la suite avec les patients. Et je trouve que ces outils-là permettent de développer aussi ce qu'on appelle les interventions brèves. Il y a beaucoup de littérature en médecine générale là-dessus. Et effectivement, d'avoir des bons outils permet de faire des interventions très ciblées en quelques minutes qui peuvent être faites par des médecins de famille ou par des infirmières ou par beaucoup de monde finalement. Et ça devient comme une espèce d'intervention. Mais j'ai cette préoccupation de séparer les deux. Non, mais Pierre, tu as raison. Donc, on sait qu'à l'évaluation, on perd tout le temps à peu près 30 %. Le tiers des patients viennent juste à l'évaluation et on ne les revoit plus. D'autre part, on sait que l'évaluation est une excellente intervention si le clinicien s'en sert à cette finalité-là. C'est pour ça aussi qu'on a développé, puis c'est déjà disponible, mais peut-être pas beaucoup utilisé, là, mais c'est déjà sur le site web du risque, des rapports personnalisés où, avec l'évaluation, on peut transcrire les scores sur des feuilles avec des couleurs, avoir une interaction avec la personne pour l'aider déjà à réfléchir à sa consommation, puis évidemment l'engager vers les services. Mais c'est une excellente intervention, c'est tout à fait là, dans l'esprit de ce qu'on veut développer. Là, ensuite, bien, il y a l'esprit de chaque établissement, là, de comment il les utilise, là, qui est à travailler, évidemment. On vous remercie. Je crois qu'on doit céder la place. Merci beaucoup. Merci.